Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer donc ce cours sur la physiologie de la glande cortico-surrénale. Tout d'abord, quelques rappels sur l'anatomie ou sur la structure de la glande, parce que la structure de la glande est extrêmement liée, corrélée à sa fonctionnalité. Donc la glande surrénale est une glande qui est située, comme son nom l'indique, au-dessus du rein. On en a un de chaque côté, on a deux glandes surrénales. Elle est constituée anatomiquement, macroscopiquement, de deux parties. La médullaire, qui est au centre, comme son nom l'indique. On n'étudiera pas la médullaire aujourd'hui. Et puis la partie corticale, ici, qui est l'objet donc de ce cours. Les hormones sécrétées par la médullaire et la glande et la cortico-surrénale sont différentes, mais à l'intérieur même de la cortico-surrénale, du cortex, de la partie externe de cette glande, qui est agrandie sur ce schéma, il existe trois parties. La partie la plus externe, et la dénomination tient simplement à l'aspect macroscopique de ces aspects de la glande, la partie donc la plus externe est appelée zone glomérulaire. Parce que quand on la regarde, elle est faite de petits glomérules, de petits grains de raisin, si vous voulez. Ça paraît comme un granité. La partie intermédiaire, ensuite, est appelée zone fasciculée. La zone fasciculée est ainsi appelée parce qu'il y a des vaisseaux qui descendent, et quand on la regarde, on a l'impression que ce sont des faisceaux. Voilà. Et puis, la partie la plus profonde du cortex, qui est en contact avec la médullaire, mais qui est distincte de la médullaire, est appelée la zone réticulée, parce que les vaisseaux se divisent, forment un réseau, d'où le nom réticulé. Donc chacune de ces trois structures, premièrement, va sécréter un type d'hormone particulier et sous un système de régulation qui lui est propre. La partie la plus externe, donc la partie glomérulée, est sensible à l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, je reviendrai sur le système rénine-angiotensine tout à l'heure, l'angiotensine 2 donc, stimule la sécrétion des minéralocorticoïdes par cette zone externe glomérulée. Le minéralocorticoïde qui est actif chez l'homme, ce n'est pas vrai dans toutes les espèces, mais chez l'homme, c'est l'aldostérone. On verra que dans certains cas, dans certaines pathologies, il y a d'autres substances qui peuvent se substituer et acquérir un effet minéralocorticoïde. Mais en physiologie, c'est l'aldostérone qui est le minéralocorticoïde de base. La zone fasciculée est sensible à l'ACTH, ce qu'on a vu hier, sécrété par l'hypophyse, et elle contrôle la synthèse des glucocorticoïdes. Le glucocorticoïde actif chez l'homme, c'est le cortisol. Cortisol, pas cortisone, on y revient, c'est le cortisol. Et puis, la zone réticulée est aussi sensible à l'ACTH, mais elle peut aussi sécréter des androgènes sans qu'il y ait stimulation par l'ACTH. Elle produit donc des androgènes. Donc tous les androgènes ne sont pas produits par les organes sexuels. Et on va voir l'importance que ça a en pathologie, ces androgènes surrénaliens. Il en existe plusieurs types, en fait. Les deux plus importants, en quantité, j'entends, c'est le DHEA, qui peut avoir une forme sulfatée, et l'androstendione. Mais il en existe un certain nombre d'autres. Je vous en citerai quelques-uns, mais vous n'allez pas les retenir tous. La médulla, donc, je vous l'ai dit, on n'étudiera pas aujourd'hui, a un rôle complètement différent, puisqu'elle sécrète des catécholamines, et en particulier l'adrénaline. Alors comment est-il possible qu'une glande, simplement avec ses différents aspects anatomiques, soit capable de synthétiser spécifiquement un type d'hormone et pas les autres? Le précurseur initial de toutes ces hormones, c'est en fait le même, c'est le cholestérol. Toutes les premières étapes, de la synthèse du cholestérol jusqu'à la prégnénolone, on le trouve dans toutes les cellules de la cortico-surrénale. Ce qui va différer,
c'est ensuite un certain nombre d'enzymes qui vont être exprimées ou non exprimées dans les cellules et qui vont engager donc cette pregnénolone dans différentes voies. Considérons d'abord la voie des minéralocorticoïdes, par exemple, ici, pour l'aldostérone, et bien donc pour la partie la plus externe de la surrénale. La pregnénolone peut être transformée en progestérone par une enzyme qui est exprimée dans toutes les cellules, c'est la 3-bêta-hydroxydéhydrogénase. Deuxième enzyme exprimée là encore dans beaucoup de cellules, pas dans toutes, mais dans beaucoup de cellules de la fasciculée et du cortex, c'est la 21-hydroxylase. Donc on passe de la progestérone à la 11-déoxycorticostérone. Ensuite, il existe une autre enzyme importante qui est capable de modifier différents stéroïdes, mais là on va s'intéresser à celui-là. Elle transforme donc la déoxycorticostérone en corticostérone. La corticostérone n'est pas l'hormone active chez l'homme. Ce qui fait que ce qui va transformer la corticostérone en aldostérone, c'est une enzyme qui est spécifiquement exprimée dans la glomérulée. C'est la 11-bêta-2 hydroxydéhydrogénase qui est représentée ici. Donc c'est cette expression exclusive de cette aldosynthase, si vous voulez, puisque c'est l'aldostérone qui va être synthétisée, qui détermine le fait que la glomérulée est capable exclusivement de produire de l'aldostérone et pas de cortisol. Pourquoi? Parce que pour produire du cortisol, il faut passer par une autre étape. Au niveau de la pregnénolone, tout se situe, le carrefour est ici. Au niveau de la pregnénolone, il faut la 17-alpha-hydroxylase. Cette 17-alpha-hydroxylase permet donc d'hydroxyler la pregnénolone, 17-hydroxypregnénolone, qui à son tour, avec des enzymes qui sont exprimées là encore ailleurs dans d'autres cellules, sauf dans la glomérulée, peut être transformée en 17-hydroxyprogestérone. Je vous reparlerai de certains de ces dérivés tout à l'heure, dans ce qu'on appelle, dans certaines maladies qu'on appelle des blocs, vous verrez pourquoi ils sont importants. Cette 17-hydroxyprogestérone va pouvoir être transformée en déoxycortisol. Là encore, pourquoi ceci n'a pas lieu dans la réticulée, mais seulement dans la fasciculée? Simplement parce qu'il n'y a pas de cette enzyme, la 21-hydroxylase, dans la réticulée. Elle est exprimée dans la glomérulée et dans la fasciculée, mais dans la glomérulée, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu cette transformation initiale ici, donc forcément on va dans l'aldostérone. Ici, il y a eu cette transformation initiale grâce à la 17-alpha-hydroxylase, et on va passer au 11-déoxycortisol. Le 11-déoxycortisol n'est pas l'enzyme, n'est pas l'hormone active. Le déoxycortisol doit être transformé en cortisol, là encore par une enzyme qui est commune à ces deux voies, qui est la 11-bêta-déshydrogénase. Donc vous voyez là, il y a des enzymes communs pour la synthèse d'aldostérone et de cortisol, mais les voies de synthèse, si l'enzyme est commune, comme les voies de synthèse initiales ne sont pas identiques, du fait de l'expression différentielle de ces enzymes, ce ne sont pas les mêmes cellules qui vont produire du cortisol et de l'aldostérone. En revanche, s'il existe des anomalies sur des enzymes qui sont communes, ça va pouvoir toucher les deux voies. Je vais y revenir à la fin. Juste pour vous signaler ici quelque chose que je vous resignalerai tout à l'heure, il existe des tests de blocage de cette synthèse. Quand on va faire des tests, voir si la surrénale fonctionne correctement et si le système de rétrocontrôle fonctionne correctement, il y a un test qu'on appelle le test à la métopyrone. Ça, c'est le nom commercial, la métopyrone, sinon c'est la méthyrapone, le nom générique, qui est simplement un inhibiteur de cette enzyme. Si on inhibe cette enzyme, on empêche la synthèse ici de ces deux dérivés, aussi bien l'aldo que le cortisol, et on provoque l'accumulation en amont et puis des modifications des systèmes de régulation. Je vais vous en dire deux mots tout à l'heure. Troisième voie, puisqu'on a dit qu'il y avait trois parties, les androgènes surrénaliens. Les androgènes surrénaliens partent de la pregnénolone. Pareil, la 17-alpha-hydroxylase est nécessaire également. Simplement, les cellules qui n'expriment pas de 21-hydroxylase, donc qui ne permettent pas ce passage au 11-déoxycortisol, accumulent ces dérivés, soit du DHEA, soit de l'androstendione, soit voilà, qui sont les androgènes surrénaliens. On va voir que dans certaines pathologies, donc l'accumulation de ces androgènes surrénaliens
est responsable d'un certain nombre de modifications d'un certain nombre de phénotypes. Sinon, bien sûr, ils ont des activités biologiques ultérieurement dans la vie, y compris dans la vie fœtale pour la différenciation sexuelle. Et puis dans la vie précoce, dans les premières années. Voilà. Alors, ceci vous représente sous une autre forme, peut-être plus directe, et avec des lieux de synthèse. Si on prend la glomérulée, donc, qui synthétise de l'aldostérone, je vous ai remis ici les principales étapes. Donc, il y en a certaines, c'est pour que vous reteniez certaines étapes. Donc, le passage en prégnénolone, la progestérone, vous voyez, commune aux deux voies, et puis les voies spécifiques. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est le système de synthèse. La synthèse de ces hormones surrénaliennes, de ces stéroïdes surrénaliens, alterne entre le cytoplasme, le réticulum endoplasmique et la mitochondrie. Je vous ai montré ici, alors vous n'allez pas retenir chaque étape où elle se situe, c'est simplement pour vous montrer que les blocages, et là encore, en fonction les enzymes ne sont pas toutes exprimées au même endroit, ne fonctionnent pas toutes au même endroit, et donc ça a aussi un certain nombre de conséquences en pathologie. On ne les verra pas toutes là pour le coup aujourd'hui, mais retenez que ce n'est pas un système univoque, où tout se situerait dans le réticulum endoplasmique ou tout dans la mitochondrie. Il y a des allers-retours à différentes étapes. On commence par exemple la transformation du cholestérol dans la mitochondrie, ça passe dans le réticulum endoplasmique, puis ça revient dans la mitochondrie, pour avoir ce complexe, le CYP11 bêta, est exprimé dans la mitochondrie exclusivement, jusqu'à l'étape finale ici. Donc vous voyez, l'étape finale de la synthèse de l'aldostérone se fait dans la mitochondrie, en fait, puis il y a libération. De la même façon, ici, donc, vous voyez des allers-retours entre la mitochondrie et le réticulum, avec une intervention de la mitochondrie un petit peu moins importante, parce qu'on n'a pas besoin des dérivés CYP ici. On s'arrête plus haut, et donc il y a moins d'intervention, effectivement, de la mitochondrie. Les différents... donc, retenez simplement, ici je vous ai parlé de la déhydroéperostendione et de l'androstendione. Il y a une forme sulfatée qui circule également. Je vous le signale parce qu'on l'utilise en dosage. Le sulfate de DHEA, c'est simplement une des formes, un des produits d'accumulation une preuve de synthèse des androgènes surrénaliens. On verra ça plus tard. Alors maintenant, on va se focaliser sur les deux hormones principales dont je vous ai parlé, qui sont le cortisol et l'aldostérone. Donc les corticostéroïdes chez l'homme, c'est essentiellement le cortisol. Vous vous rappelez, on l'a vu dans le cours de lundi, que, je vous l'avais signalé, le cortisol n'a pas une concentration qui est constante au cours de la journée. Il y a des pics, et il y a différents aspects. Il y a, pour ce qui est le cortisol, une diminution au cours de la journée, c'est-à-dire un maximum qui est vers 8 heures du matin. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que l'on dose le cortisol. Quand vous demanderez des dosages de cortisol, le prélèvement, vous demanderez à ce que le prélèvement soit fait à 8 heures du matin. Les normes qui ont été établies sont des normes qui ont été établies chez des sujets chez qui les prélèvements ont été faits vers 8 heures du matin. Et vous voyez que la différence peut être importante entre si vous le faites le soir, retour du travail à 19 heures, ou si vous le faites le matin à 8 heures, vous avez des variations plus du simple au double. Donc vous ne pourrez pas interpréter les résultats. Donc, si jamais le prélèvement n'a pas pu être fait à 8 heures, il faut qu'il se soit signalé sur le prélèvement. Vous remarquez également que ce cortisol qui est un petit peu bas explique souvent les petits coups de mou en fin de journée. Cette différence ici, cette baisse du cortisol, s'accompagne aussi d'une baisse globale du métabolisme et de notre capacité, je dirais, à rester éveillé. Cette baisse qui est continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet pulsatile du cortisol, elle n'est pas due à la surrénale en elle-même, elle est due, on l'a vu hier, au fait que l'ACTH, donc la région hypophysaire, est sécrétée de façon pulsatile. De façon pulsatile, sous l'influence de l'hypothalamus, vous vous rappelez, on a vu ça, donc il y a bien sûr un cycle de l'ACTH qui suit le cortisol globalement, mais vous voyez avec des pics en plus. Donc c'est ce double système de pics et de diminution
de la hauteur des pics d'ACTH au cours de la journée, puis de la remontée au cours de la nuit, qui fait varier le cortisol. Dans certaines anomalies de la régulation du cortisol, que ce soit dans des tumeurs surrénaliennes, par exemple, on va perdre ce rythme nictéméral. Et puis dans des anomalies de sécrétion de l'ACTH, à l'opposé, on peut avoir une perte de cette régulation et de cette variation nictémérale du cortisol du fait de la modification de pics. Si l'ACTH, une tumeur, est sécrétée de façon permanente, on n'a plus du tout ce côté, il y aura trop de cortisol, mais on n'aura plus du tout non plus cette variation au cours de la journée du cortisol. Donc je vous indique ça parce que si on rapproche ça avec ce que je vous ai dit tout à l'heure des prélèvements à 8 heures, des prélèvements élevés à 6 heures du soir de cortisol peuvent être un signe d'anomalie, même si les chiffres ne sont pas très élevés, si des chiffres qui pourraient vous sembler normaux à 8 heures, hein, le fait qu'ils soient élevés en fin de soirée vous indique qu'il y a une anomalie de sécrétion qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est une anomalie de sécrétion au niveau de la CTH? Est-ce que c'est une anomalie de sécrétion au niveau de la surrénale? Je vous en dirai 2 mots quand on fait le diagnostic tout à l'heure. Comment la CTH est-elle capable de moduler la sécrétion de cortisol? Alors, voici ici donc grossièrement la cellule qui sécrète donc le cortisol. Le récepteur, il y a un récepteur de la CTH. On en avait parlé hier, vous vous rappelez, c'est le récepteur qu'on avait appelé MC2R, et je vous avais fait la comparaison avec le MC1R pour la mélanine, hein, pas hier, enfin lundi. Bon, ce récepteur, la CTH se fixe sur ce récepteur, stimule la synthèse d'AMP cyclique. En parallèle, le cholestérol, il vient d'où? Il n'est pas synthétisé par la cellule, il vient de la circulation. Il existe des récepteurs avec des LDL qui captent ce cholestérol. Ce cholestérol, pour être utilisé, il doit être désestérifié. Et l'effet de l'ACTH en particulier, c'est de stimuler la transformation de ce cholestérol qui est estérifié au départ, désestérifié, puis ensuite qui va être transformé à l'aide des enzymes dont je vous ai parlé. La première étape donc, se situant souvent dans le réticulum monoplasmique et passage dans la mitochondrie. Donc le rôle en fait de la CTH, ce n'est pas de modifier la capture de cholestérol, c'est à la marge, mais c'est surtout de modifier les réactions enzymatiques et la vitesse à laquelle le cholestérol va pouvoir rentrer dans ce cycle et être utilisé et passer dans la mitochondrie hein, par modification d'expression de la cholestérolestérase en particulier. Si on regarde d'un point de vue plus large le rôle, les conséquences donc, de cet effet de la CTH, je vous les ai mis ici, donc stimulation de la cholestérolestérase, de la cholestérol synthétase, hein, du transport du cholestérol, enfin toutes ces étapes, hein, c'est ce que je vous indique brièvement ici, toutes ces étapes enzymatiques sont stimulées. Il y a également une stimulation, il y a des effets de l'AMP cyclique sur la transcription de l'ensemble de ces gènes. Si la stimulation par la CTH perdure, je vous ai montré que c'était un système cyclique hein, qui variait. Si en revanche cette stimulation perdure est anormale, enfin non adaptée, on peut voir une augmentation de taille de la glande surrénalienne. Alors ça peut se voir quand, ça par exemple? Si la glande surrénale a des problèmes de synthèse enzymatique pour différentes raisons. Une infection qui a touché la glande surrénale, des anomalies enzymatiques, qu'on va voir, certains blocs, certains on les diagnostiquent chez l'enfant à la naissance ou en postnatal, mais d'autres beaucoup plus tardivement. Dans ces conditions, du fait du rétrocontrôle, si on ne synthétise pas assez de cortisol, pour maintenir cette synthèse de cortisol, la CTH va augmenter. Si la CTH augmente, eh bien, de façon continue, elle va augmenter la taille des surrénales. Et donc, un signe de dysfonctionnement de ces surrénales, c'est en imagerie de regarder, de rechercher une augmentation de taille des surrénales, ce que l'on fait à l'échographie éventuellement, mais ce n'est pas très bon, mais surtout au scanner ou à l'IRM, hein, et on les associe. Mais à l'opposé, ça ne veut pas dire qu'une surrénale qui est trop grosse est forcément anormale. D'accord ? C'est ce qu'on appelle après des incidentalomes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les diagnostics sur la taille de la surrénale, mais en revanche, quand il y a des anomalies, la modification de la taille des surrénales
du fait de ce système nous permet de comprendre. Et ça veut dire quoi en général? Qu'il y a une stimulation, donc le système de stimulation par la CTH fonctionne. Autrement dit, l'anomalie, elle est dans la surrénale en général et pas au-delà. On va y revenir tout à l'heure, vous allez voir dans les raisonnements, pour déterminer les étages auxquels on peut avoir des dysfonctionnements. Donc c'est simplement dû au fait que la CTH non seulement modifie donc l'expression d'enzymes, mais elle a un effet trophique également sur les cellules et sur cette glande. Alors, quelques mots donc sur ce métabolisme du cholestérol. Premièrement, le cholestérol, c'est un stéroïde. Le stéroïde, ce n'est pas très soluble dans l'eau, et donc c'est transporté dans le plasma lié à une protéine, qui est la cortisol binding protein, qu'on appelle aussi la transcortine. La majorité du cortisol est fixée à cette protéine. Cette protéine a une très forte affinité pour le cortisol, et elle a également une très forte affinité pour d'autres substances qui, à l'état normal, ne doivent pas circuler ou ne circulent pas, comme la cortisone, la corticostérone, enfin je vous les ai tous mis ici, vous voyez tous les autres stéroïdes, sauf qu'elle n'est pas complètement spécifique du cortisol, mais comme il y a essentiellement du cortisol qui circule, ça a peu d'effets. En revanche, ça peut avoir des effets si on introduit ou si des anomalies font que ces substances sont relarguées dans la circulation. Et là, ça peut amener, ça entre en compétition avec le cortisol et ça libère du cortisol libre. Un point aussi sur lequel j'insiste, c'est que lorsque les corticoïdes sont donnés comme traitement, comme médicament, en particulier contre l'inflammation, la douleur. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure là encore. Ces corticoïdes synthétiques n'agissent pas en augmentant la libération de cortisol à partir de la transcortine, parce qu'ils ont très peu, ils ont leur effet propre en fait. C'est vraiment la molécule elle-même qui agit, parce que ces corticostéroïdes synthétiques ont très peu d'affinité pour la transcortine. Autre point aussi, contrairement à d'autres hormones, le cortisol ne se lie pas à l'albumine, quasiment pas. Ce qui veut dire qu'on n'a pas des augmentations de cortisol libre simplement parce qu'on a une albuminémie basse. Ça ne joue pas pour le cortisol. Ce n'est pas vrai pour d'autres hormones. Cette CBG, elle est synthétisée par quoi? Par le foie. Il existe un grand réservoir, c'est-à-dire que si on se met à augmenter la synthèse de cortisol, eh bien le foie est capable de libérer des grandes quantités de CBG en parallèle pour permettre ce transport de cortisol. Dans certaines conditions physiologiques et pathologiques, il existe des modifications de la CBG. Alors, un cas dans lequel il y a une augmentation de CBG, c'est la grossesse. Au cours de la grossesse, on augmente la transcortine circulante. Pour autant, la femme enceinte n'a pas un hypocorticisme. La quantité de cortisol qui circule reste normale. Pourquoi? Parce que l'organisme s'adapte. Pour garder la même quantité de cortisol libre, il augmente la quantité de cortisol. Alors à l'opposé, si vous faites un dosage de cortisol chez la femme enceinte, si vous dosez la forme totale de cortisol, vous allez trouver un cortisol élevé, au-delà des normes dont je vous ai parlé, même si c'est fait à 8 heures du matin. Elle n'est pas pour autant en hypercorticisme, elle est enceinte, c'est la transcortine qui est augmentée. Alors on dose maintenant, on a des dosages aussi qui dosent pas seulement le cortisol total, des fois, mais le cortisol libre. Mais méfiez-vous, il y a beaucoup de dosages qui font du cortisol total. Donc non seulement il faut regarder l'heure, mais il faut regarder ce qui est dosé. C'est du cortisol total ou c'est du cortisol libre qui est annoncé sur le dosage. La demi-vie plasmatique du cortisol est relativement courte, ou longue, ça dépend comment on voit les choses. Il y a des hormones qui ont des effets beaucoup plus courts. Il est d'environ 65 minutes. Il est dégradé par le foie. Oui, autre point que je voulais préciser, aussi, dans les maladies, je vous ai parlé de ce qui était augmenté. Il y a aussi des pathologies à l'opposé, où la synthèse de CBG est diminuée. Par exemple, dans les cirrhoses hépatiques, dans les maladies hépatiques, il peut y avoir une diminution de synthèse de CBG. Le cortisol total, c'est pareil, va être diminué. Les patients n'ont pas forcément un hypocorticisme. Même s'ils ont beaucoup de choses au cours de la cirrhose hépatique, ils n'ont pas nécessairement d'hypocorticisme. Là encore, c'est le cortisol libre. Si vous voulez vous assurer que le cortisol est normal, c'est le cortisol libre qu'il faut mesurer. Donc sinon, le cortisol est métabolisé par le foie. Il est
dans sa partie libre, qui est vraiment très peu, qui représente très peu, il est filtré par le rein. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, éventuellement sur 24 heures, mesurer le cortisol libre urinaire. En effet, puisque des fois, je vous ai dit, il y a cette fluctuation et qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément très claires pour connaître la quantité de cortisol qui est produite par 24 heures. Elle varie au cours du temps, de la journée. Dans certaines conditions, pour s'assurer s'il y a un défaut ou un excès de synthèse de cortisol, on récupère les urines de 24 heures. Et on dose le cortisol libre urinaire des 24 heures, qui vous donne à peu près une idée de la quantité de cortisol moyennée sur la journée qu'il y a eu, qui est libre, qui est la forme libre, puisque c'est la forme qui est filtrée. Donc, vous serez amené éventuellement à demander le dosage du cortisol libre urinaire. Donc, le syndrome de Cushing, c'est un syndrome dans lequel il y a une hypersécrétion de cortisol. Et des fois, les concentrations, je vous dis, les concentrations de cortisol qu'on voit ne sont pas extrêmement élevées. Ce que l'on perd, c'est la régulation au cours de la journée, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en évidence. Pour s'assurer que globalement, au cours de la journée, il y a trop de cortisol qui est synthétisé, on mesure le cortisol sur les urines de 24 heures. Oui, je vais vous indiquer là, donc la même chose que pour la grossesse. Si on traite par des oestrogènes, c'est pareil. C'est comme la grossesse, c'est-à-dire qu'on voit un cortisol total qui augmente, mais le cortisol libre urinaire est normal parce que la synthèse de transcortine est augmentée. Ce cortisol, comment il agit? Vous savez, il agit sur des récepteurs nucléaires. En fait, le cortisol se fixe à un complexe qui comprend une heat shock protéine et une structure spécifique, un récepteur spécifique au glucocorticoïde. Donc il rentre le cortisol libre qui est liposoluble, traverse la membrane. Ce récepteur se situe dans le cytoplasme. Ce binding, cet accrochage du cortisol sur son récepteur libère la heat shock protéine. Et donc, le cortisol associé à son récepteur peut ensuite passer dans le noyau. Dans le noyau, il se fixe à des éléments de réponse spécifiques qui vont enclencher soit la stimulation, soit l'inhibition, je vais vous en dire deux mots comment ça marche, d'un certain nombre de gènes. Donc ça peut soit déclencher l'expression, soit l'inhibition de certains nombre de gènes. Alors ça nécessite la présence d'autres protéines. Ce n'est pas simplement la fixation, il y a ce qu'on appelle des coactivateurs qui sont nécessaires, qui doivent et qui régulent la façon dont agit ce récepteur. En particulier, si elle a un effet stimulant sur l'expression d'un gène ou inhibiteur. Un autre point que vous devez garder en tête, c'est, je vous ai parlé donc de ces récepteurs, et il y a des récepteurs pour les glucocorticoïdes et il y a des récepteurs pour l'aldostérone. Très bien, jusque-là, pas extraordinaire. Sauf qu'il faut garder, je vous ai dit, vous avez vu la structure de ces stéroïdes est relativement proche. Et il faut garder en tête que la concentration circulante de cortisol, elle est 2000 fois plus élevée que celle des minéralocorticoïdes. Et que l'affinité, en revanche, du cortisol pour le récepteur de l'aldostérone, il n'est pas 2000 fois moindre. Le cortisol, il se fixe très très bien sur les récepteurs de l'aldostérone à ces concentrations-là. À concentration égale, bien évidemment, si on les ramène aux concentrations de l'aldostérone, le cortisol se fixe moins bien que l'aldostérone, mais comme il y en a 2000 fois plus qui circulent, forcément, il se fixe dessus. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que, alors qu'on a 2000 fois plus de cortisol qui circule, pourquoi il y a des effets spécifiques de l'aldostérone et pourquoi il y a des effets spécifiques du cortisol, alors qu'il existe des récepteurs du cortisol dans les cellules et des récepteurs de l'aldostérone dans les différentes cellules, celles qui répondent au cortisol, celles qui répondent à l'aldo. Alors ceci ne tient pas à la particularité du récepteur, mais il tient à la particularité de l'expression d'une enzyme. Cette enzyme, c'est la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2. Elle n'est exprimée, cette enzyme, que dans les cellules qui sont responsables à l'aldostérone. C'est-à-dire qu'elle va produire la dégradation du cortisol dans ces cellules. Elle transforme le cortisol en cortisone. C'est pour ça que j'insistais tout au début, l'hormone active chez l'homme des glucocorticoïdes, c'est le cortisol. Ce n'est pas la cortisone. La cortisone ne se fixe pas sur le récepteur aux concentrations physiologiques.
même si on dit globalement je prends de la cortisone. Les cortisones, ce qu'on appelle les cortisones synthétiques, qui sont modifiées et qui ont des concentrations beaucoup plus élevées, peuvent agir. Mais dans les conditions physiologiques, la cortisone ne se fixe pas sur les récepteurs de l'aldo, à forte concentration. Quand on traite les gens, elle peut. Donc voilà. Donc la cortisone, elle, n'a plus cette affinité, même si elle a des concentrations élevées, elle a beaucoup moins d'affinité, et le récepteur de l'aldostérone est donc protégé de cet effet. Et il peut y avoir donc des effets spécifiques de l'aldostérone, même dans un environnement où il y a du cortisol, à partir du moment où les cellules expriment cette enzyme. Autre point sur lequel je voulais... donc vous voyez donc là des cellules qui ont des glucorécepteurs qui, s'il y a expression de cette enzyme, on transforme en cortisone, il n'y a pas d'effet. En revanche, je vous ai expliqué tout à l'heure, les glucocorticoïdes ont plusieurs effets. Ils ont des effets physiologiques, de stimulation, de synthèse. Ils ont aussi des effets anti-inflammatoires, et c'est surtout pour ça qu'on les utilise en physiologie, en pharmacologie, mais ils ont aussi ces effets à l'état naturel. Pourquoi est-ce qu'ils interagissent comme ça? Comment ils font pour contrôler l'inflammation? De façon très simple, en fait, au cours de l'inflammation, il y a généralement, donc je vous ai représenté ici un récepteur, peu importe, c'est un récepteur au TNF alpha ou à l'interleukine, donc ils sont des substances dont vous avez déjà entendu parler, qui sont généralement produites lors de l'inflammation, par c'est des cytokines produites par différents types de cellules de l'inflammation. Quand elles se fixent sur le récepteur, elles sont responsables de la libération, de la stimulation de ce qu'on appelle du système NF-κB, avec libération de deux protéines qui ne sont plus liées à alpha-kappa, B, qui sont la P65 et la P50. Ce petit complexe peut passer dans le noyau et venir se fixer sur l'ADN. Le rôle des corticoïdes, donc des glucocorticoïdes, du cortisol, qui est aussi un rôle physiologique, et on l'utilise également en thérapeutique, c'est de venir bloquer, quand il vient se fixer sur ce complexe P50, P65, eh bien, c'est de venir bloquer l'expression d'un certain nombre de gènes de l'inflammation. En plus de ces autres. Donc, vous voyez, il a d'une part des effets, je dirais, positifs de stimulation en se fixant à ces récepteurs et à des éléments de contrôle. Comme je vous l'ai dit, il est capable de moduler, d'augmenter la synthèse d'un certain nombre de gènes, mais il est capable également de réprimer l'expression d'un certain nombre de gènes, en particulier les gènes de l'inflammation, simplement parce qu'il nécessite un autre système. Il vient inhiber le système NF-κB. Donc vous le reverrez en immunologie, vous le reverrez dans le contrôle de l'inflammation. Voilà les bases du fonctionnement donc du cortisol. Alors on a vu pourquoi le cortisol n'avait pas d'action minéralocorticoïde dans les conditions physiologiques normales. On a vu qu'il y avait des récepteurs spécifiques. Et puis, au-delà des récepteurs spécifiques, je vous ai parlé de ces éléments de réponse sur les gènes. Et quand on a étudié la façon dont se fixaient les récepteurs aux glucocorticoïdes et aux androgènes, on s'est aperçu qu'ils avaient bien sûr des récepteurs spécifiques, mais que l'élément de réponse sur l'ADN, sur le promoteur, là où ils vont se fixer, était le même pour les androgènes et les glucocorticoïdes. Et pourtant, là encore, les glucocorticoïdes n'ont pas d'effet androgène dans les conditions physiologiques et les androgènes n'ont pas d'effet glucocorticoïde. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est dû simplement au fait que tout n'est pas l'effet des glucocorticoïdes ou des minéralocorticoïdes ou des androgènes n'est pas lié exclusivement au domaine de liaison sur l'ADN. Je vais vous expliquer. On va prendre un schéma simple. On a ici à gauche un récepteur aux androgènes qui se fixe, donc c'est des expériences, je vous les ai simplifiées, c'est des expériences qui ont été faites, mais qui se fixe sur un gène, avec son élément de réponse, et qui va déclencher la synthèse de l'expression de ce gène. Et puis, les glucocorticoïdes, on prend notre gène, ou le même gène, mais enfin un autre gène, sur lequel, quand c'est des glucocorticoïdes qui se fixent, ils ont un effet inhibiteur. L'élément de réponse ici est le même dans ces deux éléments. C'est dû à quoi? On s'est aperçu qu'en coupant la partie N-terminale du gène, du récepteur aux androgènes, si on le met sur le récepteur aux glucocorticoïdes, on fait cet hybride ici,
eh bien, les propriétés de ce gène glucocorticoïde se transforment en androgène. On a toujours des glucocorticoïdes fixés, mais en revanche, il acquiert les propriétés de venir stimuler alors qu'il était inhibiteur sur ce même gène. C'est le même, donc on a une modulation différente. Il y a des gènes qui sont stimulés positivement par les androgènes, négativement par les glucocorticoïdes. Ils ont pourtant le même élément de réponse. C'est simplement dû au fait que c'est cette partie-là qui leur est propre qui module. Et puis vous avez l'image en miroir ici. Si vous mettez cette partie N-terminale ici sur la partie N-terminale du récepteur d'androgène, vous avez là un effet inhibiteur puisque j'ai choisi un gène dans lequel ça avait un effet bloquant. Ça pourrait être l'inverse. Voilà. Donc ceci tient au fait que les protéines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont ces coactivateurs, ce qu'on appelle les coactivateurs de ces récepteurs, sont importantes pour déterminer le rôle des glucocorticoïdes ou des androgènes. Donc c'est un système assez complexe donc, qui donne lieu à des tas de possibilités de régulation et éventuellement de pathologie dans certains cas. Voilà, on va quitter les récepteurs et on va maintenant regarder la façon dont se fait cette régulation et comment la connaissance du système de régulation peut nous aider à savoir si un sujet est dans une position, dans un état normal, pas normal, où est l'anomalie, dans quel versant se trouve. Dans les conditions normales, donc je vous dis, il y a une relation entre l'ACTH, sécrété par l'hypophyse, qui agit sur la surrénale pour stimuler la synthèse de cortisol. Voilà, on est là. C'est le range normal. On a des concentrations qui circulent d'ACTH qui sont normales, des concentrations qu'on a déterminées chez les sujets sains. Pareil pour le cortisol. De là, on va avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir des cas où l'ACTH va être élevé. L'ACTH va être élevé et, si on veut, de façon schématique, et puis après on va voir les zones grises, de façon schématique, si l'ACTH est élevé et que le cortisol est bas, ça veut dire que l'anomalie réside dans la glande surrénale. C'est la glande surrénale qui n'est pas capable de synthétiser du cortisol, il y a une anomalie. Donc l'ACTH augmente pour la stimuler, et c'est dans ces cas de figure que je vous ai dit en particulier que l'on peut voir une augmentation de volume de la glande surrénalienne. D'accord ? Puisque l'ACTH stimule ce que je vous ai montré tout à l'heure. À l'opposé, on peut avoir une ACTH qui est basse avec un cortisol bas. Dans ces conditions, ça veut dire que le défaut est haut. C'est l'hypophyse qui n'est pas normale. D'accord ? Éventuellement l'hypothalamus, mais il y a d'abord un système de rétrocontrôle. L'hypophyse devrait quand même, en l'absence de cortisol, stimuler la synthèse d'ACTH. Donc en général, c'est l'hypophyse qui est anormale. La zone grise, elle est ici. Vous pouvez avoir des ACTH élevés avec un cortisol normal. Ça veut dire quand même que très vraisemblablement, vous avez deux possibilités. Soit vous allez, avec le temps, soit le cortisol va se mettre à monter, et dans ce cas-là, on va passer de ce côté de la figure, soit le plus vraisemblable, le plus souvent, c'est simplement, on va passer à cet étage-là. C'est-à-dire qu'en augmentant la concentration d'ACTH, la glande surrénale n'est pas suffisamment malade pour ne pas produire de cortisol, elle en produit assez, mais pour produire du cortisol dans les conditions physiologiques, il faut des concentrations d'ACTH plus élevées. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans cet pré-état-là, c'est ce que j'appelle un état gris si vous voulez, et c'est là où des tests de stimulation ou de freination vont être importants, je vais vous en dire deux mots. Si on prend l'image en miroir, c'est le cortisol est haut, donc là encore, deux cas de figure simples, l'ACTH est haute. L'ACTH est haute. Si le cortisol est haut et que l'ACTH est haute, ça veut dire que l'anomalie, au départ, c'est la sécrétion d'ACTH. La surrénale ne fait que répondre. D'accord ? Donc il faut chercher sur l'hypophyse. Qu'est-ce qui se passe ? Ou sur l'hypothalamus, éventuellement. Il y a quelque chose qui fait qu'on sécrète trop d'ACTH. Soit une tumeur hypophysaire à l'ACTH, soit un système hypothalamique qui vient stimuler la sécrétion d'ACTH. À l'opposé, si vous avez une ACTH qui est basse, eh bien, et que le cortisol est haut, ceci veut dire que c'est la glande surrénalienne elle-même qui fonctionne de façon autonome, elle sécrète du cortisol. Le rétrocontrôle s'exerce bien au niveau hypophysaire, donc il y a bien un arrêt de synthèse de l'ACTH, c'est normal, mais il y a trop de cortisol parce que la glande se met à fonctionner de façon autonome, ça peut être une tumeur surrénalienne, par exemple.
Là encore, zone grise. Hein, si l'ACTH, si le cortisol est haut et que l'ACTH est normal, bah on peut osciller d'un côté ou de l'autre. C'est soit un système, une tumeur qui se développe, mais l'ACTH n'est pas encore suffisamment freinée. Donc il faut voir un petit peu dans quelle zone on est de concentration d'ACTH, si elle est plutôt normale haute ou normale basse. Et puis là encore, il y a des systèmes de freination, d'arrêt, pour voir si on bloque la surrénale, comment réagit l'ACTH, est-ce qu'elle continue à monter, pas à monter. Voilà, je vais en dire 2 mots là. Donc voilà, pour vous résumer donc, hein, les liens, vous voyez toute l'importance de savoir quand on fait, si on veut faire le diagnostic, à quelle heure on fait les prélèvements. L'ACTH et le cortisol doivent être prélevés en même temps. Autre corollaire quand vous demandez. Vous ne demandez pas lundi matin l'ACTH et mardi matin le cortisol. Ça n'a pas de sens. Vous les demandez sur le même prélèvement en même temps. Vous voyez, donc on a établi des normes, hein, que je vous indique ici à titre indicatif, elles peuvent varier d'un laboratoire à l'autre, mais peu importe, voilà, des normes qui relient l'ACTH au cortisol. Si, ça c'est le matin, dans les conditions normales, vous voyez que si on faisait ce même prélèvement le soir, chez un même individu, tout en étant normal, on aurait un décalage vers la gauche, vers les valeurs les plus basses, de ces 2 valeurs, ACTH et cortisol, puisque vous voyez que c'est contrôlé, hein, l'ACTH contrôle la synthèse de cortisol. Prenons maintenant un patient chez qui on donne un traitement par glucocorticoïde à titre anti-inflammatoire, la dexaméthasone par exemple. Si on donne de la dexaméthasone, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, la dexaméthasone a un effet glucocorticoïde. Elle remplace les glucocorticoïdes. Comme elle remplace les glucocorticoïdes, elle va freiner la synthèse d'ACTH. D'accord? L'ACTH est bas. Et en conséquence de quoi, le cortisol va baisser, puisqu'il n'y a plus d'ACTH. Mais c'est normal, puisqu'on donne de la dexaméthasone. Donc quand vous avez un sujet sous dexaméthasone, c'est ce que vous êtes en train d'avoir. Si sous un sujet sous dexaméthasone, vous avez un cortisol ici élevé, c'est pas normal. Une ACTH élevée, c'est pas normal. Donc on peut se servir de la dexaméthasone comme synthèse de freination. D'accord ? Là encore, faites attention aux conditions dans lesquelles vous faites les prélèvements, ce qu'on appelle les conditions de stress des sujets, hein, les modifications que l'on peut voir. Alors, les modifications de stress depuis des gens qui sont blessés, qui sont en réanimation, ou bien des conditions de stress au sens où on l'entend plus largement, hein, de stress dû à l'environnement, je veux dire, eh bien, on peut voir un décalage, une augmentation de la sécrétion d'ACTH, une augmentation de cortisol. Et vous voyez que la sécrétion de cortisol est toujours sous le contrôle de l'ACTH dans ce cas-là. Hein, c'est ce que je vous expliquais lundi. Le stress contrôle la synthèse de facteurs hypothalamiques qui contrôle la synthèse d'ACTH et c'est ça qui augmente la synthèse de cortisol. Il n'y a pas de rupture du système. Il y a simplement un reset, si vous voulez, des systèmes au niveau les plus hauts. Une maladie qu'on appelle la maladie d'Addison. La maladie d'Addison, c'est une maladie dans laquelle la glande surrénalienne est malade. Elle ne peut plus synthétiser de cortisol. Ça peut arriver, bon, un des classiques que l'on donnait, qu'on voit maintenant bien sûr de moins en moins, il y a d'autres causes. Il y a soit des maladies auto-immunes qui viennent détruire les cellules de la surrénale, soit des maladies comme par exemple des tuberculoses. La tuberculose, ça n'existe pas que dans le poumon, ça peut venir se fixer sur les glandes surrénales. Et c'était une cause à une époque de cette maladie d'Addison. Dans la maladie d'Addison, on ne synthétise plus de cortisol. Donc la CTH augmente puisque le rétrocontrôle est normal. Et il se passe, ce que je vous ai expliqué lundi dernier, c'est que la CTH augmentant, les sujets bronzent. Donc c'est devant cet aspect clinique de sujet bronzé avec un cortisol bas et un ACTH haut, vous savez ce qui se passe. C'est la glande surrénale qui est malade, et le bronzage vient du fait que CTH est élevé de façon chronique et qu'elle stimule, je vous ai dit, cet autre récepteur MC1R sur les mélanocytes. En cas d'hypopituitarisme, que se passe-t-il? C'est la glande qui est malade. Donc il faut retirer il faut que vous appreniez tous ces schémas. Très facilement, on vous demande, tiens, il y a ça, pour vous, c'est quoi? Il faut que ce soit automatique. L'hypopituitarisme, l'hypophyse est malade. Si l'hypophyse est malade, eh bien, il n'y a pas d'ACTH, donc il n'y a pas de cortisol. Les deux sont bas. À l'opposé, si vous avez, alors ce qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on appelle des blocs, une hyperplasie surrénalienne congénitale. C'est quoi ça? C'est une maladie dans laquelle il y a un bloc enzymatique en général. Il y a un des enzymes dont je vous ai parlé qui est bloqué, qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace
donc pas suffisamment efficace, disons. Elle n'est pas complètement bloquée, le blocage n'est pas complet. Autrement dit, pour arriver à synthétiser une quantité normale de cortisol, il faut beaucoup plus d'ACTH. On est dans ces conditions-là. Alors, il y a d'autres signes cliniques, on va en voir quelques-uns tout à l'heure, en fonction du type de blocage. Mais vous voyez qu'il y a des zones ici où on a de l'ACTH élevé et du cortisol qui est normal. Et donc, il y a un problème de synthèse. Il faut beaucoup d'ACTH pour faire synthétiser du cortisol. Il se passe quelque chose, il faut comprendre quoi. Donc, un certain nombre d'examens, on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Voilà. Si on vous retire une des surrénales, un patient à qui on a retiré une surrénale, qu'est-ce qui va se passer? Là encore, vous allez avoir un cortisol qui est bas et vous allez avoir un ACTH qui est élevé. Quelqu'un qui a un cortisol bas, ACTH élevé, on sait que c'est la surrénale. Si vous avez en revanche une tumeur qui sécrète de l'ACTH, je vous cite tout ça parce qu'après, on peut vous demander dans l'examen, voilà, vous dites c'est ça et ça, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça peut être comme diagnostic? Alors, non, enfin, si il y a eu une exérèse, un retrait total de la glande surrénale, ça reste comme ça. C'est-à-dire que vous avez une ACTH qui est élevée, et vous avez donc aussi, comme une maladie d'Addison, évidemment ça revient à ça, mais qui peut être chirurgicale. En revanche, si vous donnez des corticoïdes à quelqu'un prend des corticoïdes anti-inflammatoires pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, ou voilà. Si on regarde ce qui se passe, on a freiné le cortisol et l'ACTH. Et là, on a 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Ou 3 cas de figure. Soit on arrête et tout rentre dans l'ordre, l'hypophyse commence à fonctionner normalement, la surrénale aussi. Bon, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Soit un des deux ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la surrénale et l'ACTH ne récupèrent pas à la même vitesse. Le fait de mettre au repos pendant des années une glande, que ce soit l'hypophyse ou que ce soit la surrénale, fait qu'elles ne vont pas récupérer automatiquement. Donc vous allez pouvoir vous trouver dans des cas où vous allez avoir du cortisol bas et de la CTH haute, parce que l'hypophyse aura récupéré avant la surrénale. Et dans ce cas-là, ça peut être transitoire, pour répondre à votre question, parce qu'il n'y a pas eu d'exérèse chirurgicale. Éventuellement, à force de stimuler avec des fortes concentrations d'ACTH, la surrénale peut repartir. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Donc, voilà, ça dépend un peu de la cause. Les tumeurs surrénaliennes, en tumeur surrénalienne, c'est la surrénale, là encore, qui est malade, initialement. Donc, vous avez une ACTH qui est basse. Donc, vous voyez, avec tous ces cas de figure-là, devant voilà, on peut voir, vous avez des diagnostics, des étapes diagnostiques qui peuvent être... vous pouvez suspecter un certain nombre d'anomalies. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de ces anomalies? Puisque je vous l'ai dit, il y a des zones grises, il y a des fois c'est compliqué. Quand on en a vraiment besoin, il y a des tests qui peuvent permettre de voir si on peut stimuler la synthèse d'ACTH. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, on peut stimuler la synthèse de CTH en mimant finalement un facteur hypothalamique. Hein, on injecte, ou on peut également regarder pour la surrénale, on peut mimer l'effet de la CTH en injectant une ACTH synthétique. Une ACTH synthétique, donc c'est de la cosintropine. Hein, on injecte et puis on mesure le cortisol à des temps donnés, à 30, 45, 60 minutes, et on a des normes qui nous disent que normalement, quand on injecte cette dose d'ACTH chez un sujet sain, eh bien, le cortisol doit monter au-dessus de telle et telle valeur. On peut faire également des tests soit en injection unique, soit des tests plus longs de perfusion, donc sur 48 heures. Et puis on va doser, là c'est là où en particulier le cortisol urinaire devient intéressant. On fait une perfusion d'ACTH et on regarde si sur le long terme, en particulier ça nous sert, je vous disais, chez les patients qui ont pu être sous corticoïdes pendant longtemps, voir si on peut relancer la glande. C'est une façon de faire. Hein. Si la glande surrénale peut repartir, eh bien on fait des perfusions longues d'ACTH et on regarde si on est capable de voir à terme, progressivement, une montée de cortisol dans les urines. On peut réaliser également des tests, ce qu'on appelle le test à la dexaméthasone, qui est un test de freination. Et dans ce cas-là, on va mesurer la CTH et la cortisolémie, et puis également les androgènes surrénaliens, puisqu'ils sont, je vous l'ai dit, un peu contrôlés aussi par la CTH. Hein, et on le fait, donc on donne de la dexaméthasone et on s'attend normalement à voir la CTH qui baisse, le cortisol qui baisse et les androgènes surrénaliens qui baissent. Si tout ça ne baisse pas, il y a un problème. Donc ça nous aide dans les cas, dans les zones grises, hein, dont je le disais tout à l'heure.
dans les formes, par exemple, où il y a une tumeur surrénalienne, mais on n'est pas sûr qu'il y ait réellement une tumeur surrénalienne. S'il y a un syndrome de Cushing, une tumeur surrénalienne, en général, quand on injecte la dexaméthasone, la tumeur elle continue à sécréter, elle s'en moque complètement. Donc on ne voit pas de modification de la cortisolémie. Et la CTH, en général, on arrive dans ce cas à l'effondrer. Donc ça nous montre bien qu'il y a un rétrocontrôle qui persiste et que le problème n'est pas supérieur à l'hypophyse, au niveau de l'hypophyse. Le test de blocage que je vous indiquais tout à l'heure, qui est un test qu'on réalise peu, qui est un test dangereux qu'on fait à l'hôpital, c'est un test de blocage, donc à la métopyrone. Donc forcément, on va bloquer la voie de synthèse du cortisol. Et on s'attend, dans ce cas-là, non seulement que la cortisolémie baisse, bien évidemment, mais aussi à ce que la CTH monte. Et puis on mesure l'accumulation en amont. Si vous regardez le schéma que je vous ai mis, il y a une accumulation en amont de 11-déoxycorticostérone. Donc la CTH par rétrocontrôle augmente. Le produit qui est juste en amont de la 11-bêta-hydroxylase, lui, s'accumule, c'est la déoxycorticostérone. Voilà. Et donc on s'en sert éventuellement pour voir, lorsqu'on pense qu'il y a un blocage, à un étage, que les anomalies sont plutôt liées à un déficit hypothalamo-hypophysaire. On peut stimuler cette sécrétion d'insuline, cette sécrétion d'ACTH et de cortisol en induisant des hypoglycémies. Le cortisol est une des hormones qui est importante dans la réponse à l'hypoglycémie. Et lorsqu'on est en hypoglycémie, on stimule la synthèse de cortisol. Donc là aussi, c'est un test dangereux qu'on fait à l'hôpital quand même. Enfin, dangereux. S'il est fait bien, il n'est pas dangereux. Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas le faire à domicile. On injecte généralement de l'insuline et on va faire des prélèvements successifs. Et normalement, un sujet standard, si sa glande surrénale et son hypophyse répondent bien, doit monter et son ACTH et son cortisol. Et puis de façon maintenant peut-être un peu plus moderne, pour éviter les épreuves de blocage qui peuvent être dangereux à la métopyrone, on peut utiliser, ou l'hypoglycémie, on peut utiliser également, donc je vous disais, le CRH, qui doit normalement stimuler la CTH et qui doit entraîner une augmentation de cortisol. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, ça c'est l'avantage. Et on doit avoir une réponse immédiate. Et on a des tests donc, qui nous permettent de voir si l'hypophyse fonctionne bien et la surrénale fonctionne bien. Donc on a les deux d'un coup. Voilà. C'est fini donc pour cette partie-là. Maintenant, rapidement, les minéralocorticoïdes, et c'est l'aldostérone. Donc l'aldostérone, je ne vais pas trop insister sur ses effets physiologiques, parce que vous l'avez vu, vous allez le voir avec la partie rein, normalement, vous l'avez peut-être même déjà vu. Donc simplement un rappel, l'aldostérone agit donc principalement sur le rein, deux endroits, dans le canal collecteur, bien évidemment, et dans la branche, dans le tube contourné distal. Et globalement, son effet, c'est d'augmenter la réabsorption du sodium et d'augmenter l'excrétion du potassium. Donc les augmentations d'aldostérone dans le sang, généralement, s'accompagnent d'une hypokaliémie, voilà, et peuvent s'accompagner, donc, du fait de cette augmentation de réabsorption de sodium, si c'est anormal, bien évidemment, d'une hypertension artérielle, éventuellement. Bon, je vais pas, vous verrez, ce sera l'objet d'autres cours, je vous le rappelle simplement ici. La stimulation de la synthèse d'aldostérone dépend du système rénine-angiotensine. Donc l'angiotensine, c'est une hormone, c'est un peptide qui c'est pas une hormone en tant que telle, mais l'angiotensinogène est synthétisé par le foie. C'est une grosse alpha-2-globuline de 453 acides aminés qui, au niveau du rein, est clivé par la rénine, qui donne de l'angiotensine 1, qui n'est pas encore la forme active. Il faut un deuxième, donc ça circule. Dans le poumon, il y a expression d'une enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et qui clive cette angiotensine 2, ça donne 8 acides aminés, et c'est ça qui va se fixer sur le récepteur de type 1. Je vous ai mis, il y a aussi des récepteurs de type 2. Et ce type, c'est sur les récepteurs de type 1 qui sont exprimés donc au niveau de la surrénale et qui stimulent la synthèse d'aldostérone et puis qui donc entraînent cette angiotensine par elle-même peut entraîner également une vasoconstriction. Pour ce qui est de l'hyperaldostéronisme, c'est-à-dire l'augmentation de sécrétion par la glande surrénale d'aldostérone, il y a des formes dites primaires, c'est-à-dire que c'est primitivement la glande surrénale qui va augmenter la sécrétion d'aldostérone, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cohn.
Donc ça entraîne une augmentation de réabsorption de sodium, donc inflation du volume extracellulaire, c'est une hypertension artérielle, ça s'accompagne d'une hypertension artérielle. L'arénine, qui est le système qui contrôle, qui est sous le contrôle de la volémie pour contrôler le clivage de l'angiotensine, est basse, hein, puisqu'elle est exprimée dans le rein, mais il y en a relargué aussi, on peut la mesurer dans le sang. La kaliémie est basse, et puis il y a d'autres éléments, mais que vous étudierez, hein, il y a une alcalose métabolique, et puis cette hypertension. Et puis, l'hyperaldostéronisme peut être secondaire, c'est-à-dire que si, par exemple, dans le cas d'une sténose de l'artère rénale, comme le rein, s'il n'est pas assez irrigué, a l'impression que la volémie est basse, il va augmenter l'expression de l'arénine. Donc il va augmenter le clivage de l'angiotensine 2, de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et donc, dans ces conditions, on va produire plus d'angiotensine 1 à la fin, donc plus d'aldostérone. D'accord ? Ce sont les formes secondaires. C'est le lien entre les deux, c'est ça. Les hypoaldostéronismes, à l'opposé rapidement, je vous ai parlé tout à l'heure de la maladie d'Addison, elle peut toucher les glucocorticoïdes, elle touche bien évidemment aussi, elle peut toucher aussi la synthèse d'aldostérone. Et puis, il y a ce que je vais vous montrer maintenant très rapidement, des blocs. Il y a des maladies génétiques dans lesquelles les enzymes des différentes étapes sont mutées. Et parmi ces mutations d'enzymes, un certain nombre touchent la voie de synthèse de l'aldostérone. Donc, il existe un hypoaldostéronisme. Mais cet hypoaldostéronisme va donner, en fonction du site, enfin du niveau où se produit ce blocage, des aspects cliniques différents. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, dans les formes pures, dans lesquelles où seuls les minéralocorticoïdes sont touchés, les glucocorticoïdes, eux, peuvent être normaux. Mais comme je vous l'ai dit, dans les conditions normales, les glucocorticoïdes en tant que tels ne peuvent pas se substituer aux effets des minéralocorticoïdes, dans les conditions normales. Je vous ai expliqué pourquoi, hein, c'est une histoire le récepteur des minéralocorticoïdes ne peut pas être occupé par les glucocorticoïdes, même s'il n'y a pas de minéralocorticoïdes qui circulent, puisque c'est l'enzyme qui est exprimée dans les cellules qui détermine la synthèse. D'accord ? Donc il ne peut pas y avoir de substitution dans les conditions normales. On va voir, donc il peut y avoir des virilisations, on va voir ça tout de suite. Voilà, je vais vous le détailler là. Je vais vous donner quelques exemples de déficit. On ne va pas tous les faire, bien évidemment, il y en a beaucoup. Je vous donne simplement quelques exemples pour que vous compreniez. Ce sont les formes les plus fréquentes, dont certaines même sont maintenant détectées systématiquement à la naissance. Hein, sur un buvard, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez comment on fait ça plus tard. Le déficit en 21-hydroxylase. La 21-hydroxylase, c'est quoi ? C'est cette enzyme ici qui va permettre, qui est commune à la voie du cortisol et de l'aldostérone, et qui permet donc la synthèse de la déoxycorticostérone et du déoxycortisol. S'il y a un blocage ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une mutation de la 21-hydroxylase. Il n'y a plus de production d'aldostérone, plus de production de cortisol. Donc on a un hypominéralocorticisme, c'est-à-dire une perte de sel. Les enfants ne peuvent pas retenir le sel. Et il y a un hypocorticisme. D'accord ? Pas de cortisol. Et puis il y a en amont une accumulation de 17-hydroxyprogestérone, puisque on ne peut rien en faire ici. Voilà, il y a un blocage. Ça s'accumule grâce à cette enzyme. On accumule 17-hydroxyprogestérone. Alors, 17-hydroxyprogestérone, à ces concentrations-là, elle a des effets de virilisation. Donc, on peut avoir à la naissance des enfants qui ont des ambiguïtés sexuelles. L'enfant naît, on est incapable de dire si c'est un garçon ou une fille. Si ça arrive plus tard dans la vie, si le blocage n'était pas complet, c'est une pseudo-puberté précoce. Hein. Un peu plus tard, c'est-à-dire à 3-4 ans, on voit un enfant qui commence à se développer sexuellement, ce qui n'est pas normal. Donc, normalement, ce système, on le détecte maintenant à la naissance, systématiquement à la naissance sur les buvards que l'on fait. Vous savez, il y a un certain nombre de maladies métaboliques que l'on détecte à partir d'une goutte de sang qu'on met sur un buvard. Et en particulier, on dose systématiquement la 17-hydroxyprogestérone chez tous les nouveau-nés en France. Donc, si la 17-hydroxyprogestérone est limite ou un peu trop élevée, on fait un contrôle et puis on reconvoque les parents rapidement. Alors, des fois, c'est évident sur le plan clinique, mais des fois, la virilisation à la naissance n'est pas évidente. Hein. Alors, il est important, c'est une urgence de faire ce diagnostic, parce que je vous ai dit, c'est des enfants qui vont avoir un hypominéralocorticisme, un hypocorticisme.
Ça veut dire qu'on a une semaine pour réagir. L'enfant naît, on fait au 3e jour le buvard, et on regarde. Et à partir entre le 3e jour, on a un peu moins d'une semaine pour s'assurer que contrôler le buvard, refaire un 2e contrôle, et éventuellement convoquer les parents et commencer à traiter l'enfant. Parce que si on ne traite pas l'enfant, brutalement, vers le 9e jour, il va commencer à vomir, à se déshydrater. Et ça va très très vite chez un nouveau-né. C'est-à-dire en quelques heures, il meurt. Donc vous voyez, on a une fenêtre assez courte, et c'est pour ça qu'on fait systématiquement, c'est systématiquement fait à la naissance chez tous les enfants nés en France. Autre déficit. Le 21-hydroxylase, c'est la plus fréquente de ces anomalies. Le déficit en 11-bêta-hydroxylase, ici on a un blocage donc un peu plus bas. Ici on a aussi un défaut de synthèse d'aldostérone et de cortisol. Mais il n'y a pas d'hypominéralocorticisme. Il y a au contraire un hyperminéralocorticisme. Pourquoi? Parce que autant il y a un blocage ici, et le 11-déoxycortisol n'est pas capable de se substituer au cortisol. Autant ici, le blocage qui fait qu'il y a la 11-déoxycorticostérone qui s'accumule, eh bien, aux concentrations qu'elle atteint, elle est capable de venir stimuler le récepteur de l'aldostérone. Donc on n'a pas d'aldostérone, et pourtant on a un hyperminéralocorticisme, parce qu'on a accumulation de 11-déoxycorticostérone. Donc là encore, on dose tous ces métabolites. C'est des enfants qui peuvent avoir, donc, là encore, un syndrome de déshydratation assez rapidement dans la vie. Et puis, là encore, du fait de l'accumulation de ces stéroïdes, eh bien, possibilité d'hyperandrogénisme et de virilisation. Rapidement, le déficit en 17-alpha-hydroxylase, eh bien, là, c'est la voie des stéroïdes sexuels qui est atteinte. Il y a une coupure ici, il y a un déficit et il y a une sous-virilisation et un retard pubertaire. Souvent, on fait le diagnostic beaucoup plus tard dans la vie parce que, bien évidemment, c'est moins parlant. Néanmoins, la voie des glucocorticoïdes est atteinte, puisqu'elle passe la voie des corticoïdes, elle nécessite la 17-alpha-hydroxylase. Ces enfants, d'une part, vont avoir un déficit en glucocorticoïdes, et c'est pour ça qu'on peut les voir très tôt. Si le blocage est complet, on en fait le diagnostic tôt dans la vie. Il peut y avoir des signes cliniques précoces, alors que les déficits en stéroïdes sexuels, on les voit souvent qu'un peu plus tard dans la vie, c'est les formes les moins graves. Et puis ici, vous pouvez avoir à l'opposé un hyperminéralocorticisme dû au fait qu'il y a une accumulation de corticostérone, mais surtout de 11-déoxycorticostérone, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez un effet plutôt d'hyperminéralocorticisme. Et puis pour terminer, celle-ci, c'est les deux premières qui sont les plus importantes. Ça, je vous les donne pour vous montrer comment les mêmes blocages donnent des signes cliniques différents, des signes biologiques différents, et pourquoi il est important de doser les différents métabolites, et puis de bien observer ce qu'a le patient. Parce que vous voyez, dans ces cas, il y a des hypominéralocorticismes, des cas des hyperminéralocorticismes, des hypominéralocorticismes, alors que l'aldostérone est basse. Il faut comprendre pourquoi. C'est dû à ces accumulations de produits intermédiaires. Donc là, la 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, vous voyez que c'est très très haut dans la voie de synthèse que je vous ai montré tout à l'heure. Ça donne un déficit global, un déficit en gluco, en minéralo et en stéroïdes sexuels, un tableau de perte de sel, et puis des ambiguïtés sexuelles chez les garçons, parce qu'il y a un défaut de synthèse des androgènes, ici, durant la période fœtale, très tôt dans la vie. Donc à la naissance, je vous ai dit, il y a une ambiguïté, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille éventuellement. Et puis, ultérieurement, un peu plus tard dans la vie, si le déficit était un peu plus faible, on peut voir au contraire des pubertés précoces. Ça, c'est dû à la conversion périphérique de ces androgènes. Ici, il y a d'autres, donc là, on rentre dans un système un peu plus compliqué. Les androgènes surrénaliens, non seulement sont produits, mais peuvent être modifiés dans d'autres organes ultérieurement. Voilà, c'est terminé.